Monsieur le Président de la Société d'Histoire, de Géographie et de Géologie d'Haïti, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je vous dirai très simplement en commençant que nous autres Sénégalais, qui sommes vos hôtes aujourd'hui, sommes particulièrement heureux de nous trouver parmi vous, pour 1000 raisons. C'est d'abord que pendant mes années d'études au quartier latin, dans les années 1930, il y avait des Antillais parmi mes meilleurs amis. Il y a aussi qu'à Dakar, je suis entouré de nombreux Antillais parmi mes collaborateurs, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Haïtiens, naturellement. Il y a enfin que si notre amitié est telle pour les Antillais, je la crois partagée, ce qu'il y a une chose essentielle qui nous unit. Bien sûr, la couleur de la peau, car il y a au Sénégal comme aux Antilles toutes les nuances, depuis le bronze clair jusqu'au noir bleuté que chantent nos poètes populaires. Mais la peau, ce n'est qu'un signe, ce n'est pas la substance. Il y a par-delà la peau de bronze clair ou de noir bleu, il y a une culture commune, une culture noire qui est précisément l'objet du débat que je voudrais évoquer devant vous comme l'annonce du titre de ma conférence. La négritude comme culture des peuples noirs ne saurait être dépassée. Je voudrais sans plus attendre vous rassurer. Je ne parlerai, naturellement, j'ai parlé politique avec le président Jean-Claude Duvalier, mais aujourd'hui, ici, je ne veux pas parler politique, sinon à l'occasion de politique culturelle, pour plusieurs raisons. À la Martinique et à la Guadeloupe, où j'ai traité le même sujet, j'avais affaire à des départements membres de la République française, et l'un des principes de la politique internationale du Sénégal est la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États et même de la France. Comme je dis, depuis que la France nous a donné l'indépendance, à son tour, elle est indépendante. Je préfère ici, également, même étant Haïti un État indépendant, je préfère ne pas parler de politique à l'occasion de cette conférence. Mais ma deuxième raison, la raison fondamentale est que depuis les années du quartier latin, j'ai placé et je continue de placer la culture avant la politique. C'est précisément ce qui nous distinguait alors, le petit groupe d'étudiants que nous étions avec Aimé Césaire et Léon Damas, protégés par un Haïtien, le docteur Sajou, qui m'a envoyé un télégramme. Je ne sais pas si j'aurai le plaisir de pouvoir le revoir. Nous pensions, et je le pense encore donc, que la politique doit être au service de la culture. C'est ce que nous essayons de faire au Sénégal, et non pas la culture au service de la politique, comme le croient trop souvent les écrivains du tiers-monde. C'est la raison pour laquelle au Sénégal, nous consacrons 33% de notre budget de fonctionnement à l'éducation, à la formation, à la culture en général. C'est même trop. Et j'ai l'intention de diminuer un peu cette proportion pour la ramener à un taux raisonnable de 25%. C'est consciemment donc que j'ai donné à ma conférence le titre que voilà, un peu provoquant. Ce n'est pas hasard. En effet, la négritude est contestée aujourd'hui, qu'elle soit de droite ou de gauche, par toutes les idéologies montées à l'assaut de l'Afrique, voire par certains Africains eux-mêmes, dont les jeunes qui nous disent que
la négritude de Césaire et de Senghor, c'est dépassé. Je leur dis, en effet, la négritude de Senghor et de Césaire, c'est dépassé. Vous devez inventer une autre négritude, mais la négritude ne sera jamais dépassée. Et même s'il n'y avait pas des Noirs, les germes de la négritude devraient continuer à irriguer la culture humaine. Mais avant d'entrer dans le vif du débat, je voudrais à mon tour, mon présentateur l'a fait en des termes excellents d'ailleurs, mais brièvement, je voudrais à mon tour essayer de définir une fois de plus le concept de négritude. La négritude, c'est tout d'abord objectivement, comme j'aime à le dire, l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. C'est, pour parler comme les Allemands, un Negersein, c'est-à-dire un être nègre. Je dirais non seulement un être nègre, mais encore et surtout un pensée nègre, c'est-à-dire une vision originale du monde, une Weltanschauung, pour parler de nouveau comme les Allemands. Je vous renvoie, entre autres ouvrages fondamentaux, à l'histoire de la civilisation africaine du grand ethnologue Léo Frobenius, livre qui était notre Bible au quartier latin, et j'ai encore avec moi l'exemplaire de Césaire. C'est un premier sens. En effet, il y a une polysémie du mot. C'est un premier sens. Le deuxième sens qu'affectionne Aimé Césaire, c'est la manière concrète pour chaque nègre et pour chaque peuple nègre, pour les Haïtiens par exemple, la manière concrète de vivre en nègre, en réagissant à l'environnement matériel et psychologique, naturel et social. En effet, être nègre, ce n'est pas seulement un état, un ensemble de situations objectives, c'est surtout une manière concrète de l'individu comme de la collectivité noire, des peuples noirs. Ce n'est pas un simple être là, un Dasein, comme disent les Allemands, ce n'est pas un être agi, c'est un agir. Ce deuxième sens est celui qui a la préférence des Antillais. Il y a 9 ans, le sociologue Albert Memmi, un juif d'origine tunisienne, dans un article intitulé « Judéité et négritude », nous invitait, nous les fondateurs du mouvement, à aller plus avant dans l'analyse du concept pour l'étendre et l'enrichir. Comme je l'ai écrit l'autre semaine, en introduisant l'œuvre d'Albert Memmi, nous étions bien sûr conscients de la polysémie du mot. Si nous n'avons pas répondu tout de suite à l'invitation de Memmi, c'est que nous étions encore en plein combat et qu'il nous fallait rassembler toutes les significations dans une seule parole pour en faire une sorte de marteau-pilon à frapper nos adversaires. Je crois que maintenant qu'il est prouvé que la négritude se porte bien et qu'elle se développe, comme je vous en donnerai tout à l'heure la preuve, je pense que le moment est venu d'enrichir avec notre arsenal conceptuel. Je réserverai donc désormais le mot de négritude, sauf dans cette conférence où en employant le mot de négritude, j'engloberai tous les sens. Mais après cette conférence, je réserverai le mot de négritude désormais à la manière de vivre en nègre et je proposerai le mot de négrité pour désigner l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir. En effet, le professeur Robert Schilling m'a envoyé l'autre jour une étude faite par un groupe d'étudiants de l'Université de Strasbourg sur les suffixes en itude et en ité. Parce qu'il y a souvent hésitation, on a noté qu'au 5e siècle, dans le bas latin, dans Olugel par exemple, il y avait pour désigner la nécessité les deux mots necessitas et necessitudo. Donc l'Université de Strasbourg a remarqué que les mots en itude
était chargé d'un sens plus concret que les mots en ité. Et c'est pourquoi nous disons latinité, et c'est pourquoi je dis normandité pour plaisanter ma femme, mais je dis arabité, mais je dis berbéritude et je dis même finitude. Ce n'est pas tout. Il y a aussi l'ensemble du peuple, plus exactement des peuples noirs. Albert Memmi n'a pas retenu, je pense qu'il a tort, le terme de juiverie à cause de sa nuance péjorative et il y a substitué le terme de judaïcité pour désigner le groupe juif. Nous ne le suivrons pas. Si nous avons employé le mot de nègre pour désigner l'homme noir, malgré la nuance péjorative qu'on avait voulu lui attacher, c'était précisément pour réhabiliter cet homme noir avec le mot de nègre. Déjà, nos ancêtres sénégalais, le 15 avril 1789, sans doute, émus par les échos de Haïti, nos ancêtres, se présentaient dans leur très humble doléance et remontrance au peuple français, tenant les états généraux. Nos ancêtres disaient, nous autres, nègres et français, car nous avons du sang français dans nos veines ou les veines de nos enfants. Vous voyez que nous sommes très de vous. Nous ferons donc de même, en appelant négrerie, l'ensemble des peuples et des hommes noirs, le suffixe -eri, indiquant en français une collection, une collectivité. Quant à l'ensemble des pays des Noirs, je propose que nous reprenions le vieux mot si beau de nigrici. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que nous avons essayé d'enrichir notre vocabulaire, c'est-à-dire notre arsenal conceptuel. D'aucuns, et surtout des jeunes malheureusement ignorants, car il y a maintenant beaucoup de laxisme dans l'enseignement, je le vois à mes enfants. Et donc, d'aucuns nous ont dit que c'était artificiel. Comme si les paysans noirs, qu'ils fussent négro-africains, négro-américains ou antillais, étaient des balourds alors qu'ils ont la finesse du corps et celle de l'esprit. Allez donc en Afrique, vous verrez que les peuples qui s'étendent au même parallèle que les Antilles dans la région soudano-sahélienne sont les nègres les plus grands, les plus fins de leur corps, pas moi car je suis un petit nègre chez moi, avec des muscles longs faits pour la course, les plus noirs en même temps et souvent d'un noir bleuté, les plus beaux comme disaient les trois chanteuses populaires de mon village qui m'ont initié à la poésie et que j'appelle mes trois grâces. Pour confirmer que l'enrichissement de notre vocabulaire conceptuel n'est pas un vain exercice de rhétorique, j'invoquerai l'exemple des Peuls. Les Peuls représentent un quart de la population sénégalaise et en dehors du Sénégal, ils sont dispersés tout au nord de la zone soudano-sahélienne sur 4000 kilomètres depuis la Mauritanie à l'ouest jusqu'au Tchad à l'est. Les Peuls donc nous ont donné l'exemple en enrichissant leur vocabulaire pour désigner les divers aspects de la culture Peul. C'est ainsi qu'ils ont forgé le mot Poulagou pour désigner l'ensemble des qualités caractéristiques des Peuls avec le suffixe gou qui, comme thé ou itude, sert à former des substantifs abstraits. C'est encore qu'ils ont forgé le mot Poulagal pour désigner la manière d'être Peul, le suffixe gal servant à former des instrumentaux, c'est-à-dire des mots concrets. Pour désigner maintenant l'ethnie Peul, on emploie le mot Poulo au singulier et Fulbe au pluriel, les deux suffixes O et B désignant des êtres humains. Pour marquer que tous les poulophones, c'est-à-dire que tous qui parlent Peul ne sont pas de race Peul,
comme c'est le cas dans mon pays. Les Peuls ont trouvé le mot de Halpularen, c'est-à-dire les gens de par les Peuls, le suffixe N désignant des groupes d'hommes, des collectivités, et vous me direz, et le pays Peul, est-ce qu'il y a un mot comme nègre ici? Non, il n'y en a pas, parce que justement les Peuls sont dispersés sur 4 kilomètres et la racine foule veut dire dispersé. Comme on le voit d'après ces définitions, la négritude que je continuerai donc dans cette conférence à prendre dans son sens général. La négritude est une culture, c'est-à-dire une réaction de l'homme noir en société pour s'adapter à son milieu et adapter celui-ci à lui. Les albo-européens, c'est-à-dire les blancs d'Europe et d'Afrique, depuis la naissance de la civilisation grecque au sud de l'Europe, ont tendu, en privilégiant la raison discursive, la raison œil, les albo-européens ont tendu à se rendre, comme disait Descartes, maîtres et possesseurs de la nature. Ils ont commencé par analyser tous les éléments de l'univers pour ainsi armer, maîtriser la nature en faisant l'instrument de leur volonté de puissance. L'attitude des nègres est à l'opposé. L'attitude des nègres africains, mais aussi des nègres américains, des nègres asiatiques, des noirs dravidiens du sud de l'Inde, leur attitude a été de privilégier la raison intuitive. N'oubliez pas que Platon et Aristote mettaient au-dessus de la raison discursive. Les nègres, donc, de tout temps. Depuis les premiers fondateurs des civilisations agraires dans les vallées du Nil, de l'Euphrate et de l'Indus, les nègres ont tenu à prendre contact avec l'univers par leur sens, en introduisant par eux leur raison touchée, non pour s'opposer à la nature, mais dans une étreinte réciproque, s'unir à la nature. C'est l'acuité de leur sens et de leur raison étreinte qui explique, avec le goût de la vie qu'ont les nègres, leur esprit communautaire très précisément communal. Nous retrouvons ce sens et cet esprit dans toutes les activités, toutes les manifestations des hommes comme des peuples noirs de l'Afrique précoloniale et dans tous les domaines. Dans la vie politique, c'était le principe de la participation responsable que nous avons introduite au Sénégal et qui associait tous les groupes socio-professionnels et toutes les classes d'âge à l'exercice du pouvoir, même en régime monarchique. Dans la vie socio-économique, c'était les corporations d'artisans et les coopératives rurales qui jouaient un si grand rôle dans la production et les échanges coopératives rurales que nous avons également introduits dans notre vie économique. Dans la vie religieuse, c'était à côté des prêtres des cultes nationaux, les membres des confréries à rites plus ou moins secrets qui faisaient contrepoids dans cette civilisation essentiellement fondée sur l'équilibre des parties, sur l'harmonie. Retenez le mot harmonie. Rien n'exprime mieux ce sens de l'équilibre et plus généralement de la beauté que l'art nègre, où se retrouvent en symbiose l'esprit communal et le goût de la vie dont je parlais tout à l'heure. L'esprit communal qui perçoit les rapports secrets, parce que d'abord manifestes qui unissent les mondes visibles et invisibles, la matière et l'esprit, la nature et l'homme. Tous ces rapports que l'artiste noir traduit par des images symboliques, des images analogiques, comme disaient les surréalistes. Il reste que ces images ne seraient pas artistiques, ne seraient pas douées de beauté si elles n'étaient pas rythmées. Que de bêtises n'a-t-on pas dit
sur le rythme nègre, sur l'art nègre. Les esprits distraits l'ont assimilé à la monotonie, à la mort, quand il est passion, mieux expression de la vie. C'est le rythme albo-européen qui est monotone avec ses sempiternelles symétries que l'on attend à lieu et moment fixe, quand le rythme nègre, même en Amérique, surtout là, devient sous le coup de l'émotion, explosion dans la surprise, parallélisme asymétrique, swing. Tout à l'heure, en voyant en allant m'incliner devant votre monument au héros, j'ai vu tout de suite que c'était un rythme nègre, que c'était symbolique avec les parallélismes asymétriques, et je n'ai pas eu à demander beaucoup pour comprendre. Rien d'étonnant dès lors que l'art nègre au sens de l'esthétique, de la faculté de percevoir le beau, que l'art nègre soit devenu, depuis le cri de Rimbaud, je suis une bête, je suis un nègre, j'entre au vrai royaume des enfants de Cannes, depuis l'étonnement de Picasso et qu'il m'a compté devant un masque noir, depuis le déchirement de la trompette de Harlem, que le rythme nègre, que l'esthétique nègre soit devenue l'esthétique du XXe siècle, comme me le disait mon ami le peintre français Pierre Soulages. Pour vous faire saisir la modernité et le caractère humaniste en même temps de l'art nègre, je ne saurais mieux faire que de vous renvoyer aux plus grands critiques d'art que la France ait produit à Élifort. Très précisément, d'une part, dans son histoire de l'art, aux introductions à l'art oriental et à l'art grec, d'autre part, à un de ses ouvrages posthumes intitulé L'homme et la danse, et où j'ai noté deux articles particulièrement significatifs, Incarnation du rythme noir et le rythme noir. Dans les introductions que voilà à l'histoire de l'art, Élifort oppose par et par-delà l'art grec, l'art albo-européen, plus généralement occidental, à tous les autres arts des autres peuples et continents. À l'art occidental, fils de l'intelligence discursive, Élifort écrit « Le mystère répugne à cet art et le symbole. Il décrit, il n'évoque pas. » Fin de citation. Passant à l'art grec, le critique conclut, je le cite, « Il est anthropomorphiste à coup sûr. Il n'est pas anthropocentriste. » Fin de citation que je traduis. L'art albo-européen n'est pas humaniste au sens de l'universel, ce que sont au contraire les autres arts du Moyen-Orient, de l'Inde, de l'insule Inde, de la Chine, du Japon, du Maghreb, de l'Amérique précolombienne et naturellement et surtout l'Afrique noire. À l'objectivisme européen occidental, qui a trop souvent conduit au réalisme et au naturalisme, c'est-à-dire à l'anti-art, s'oppose le subjectivisme asiatique et surtout africain, qui est fait d'émotions imaginantes et, je cite Élifort, et qui vise plus à l'expression qu'à la description, plus au caractère qu'à la forme, et pour parler comme Baudelaire, infiniment plus à la spiritualité qu'à la beauté. Mais en Afrique noire, il n'y a pas, il y a dans l'art nègre en général, dans l'art haïtien, il n'y a pas d'opposition entre la spiritualité et la beauté. Il n'y a pas d'opposition entre la sensualité et la spiritualité. L'originalité de l'art nègre, précisément,
Et les deux articles cités de l'homme et la danse le prouvent. C'est qu'ici, au lieu de s'opposer, s'unissent en se renforçant la violence de l'émotion et la pureté de la forme, la chair et l'esprit, bref, le symbole et le rythme. Je l'ai souvent dit, c'est dans la sensualité même que s'incarne vivante la spiritualité noire. Et c'est la révolution que nous avons faite de la liturgie catholique où nous avons des messes avec le tam-tam et la danse. Ici, non seulement est beauté l'art des hommes noirs, mais encore, nous dit Eliphore, toute leur personne, leur corps, leurs vêtements, leurs gestes. C'est dans l'article intitulé « Le rite noir » qu'Eliphore nous parle, je le cite, de la beauté plastique du nègre, soulignée par les lueurs de bronze qui semblent émaner d'elle, glisser sur elle, et accroître cependant sa densité, la façonner avec l'insistance d'un moule, en faire un soleil noir éclairant les alentours, seul entre tous les hommes, parce qu'ils vivent à peu près ou tout à fait nus dans la lumière. Les nègres ont conservé l'unité de la grâce et de la puissance formelle que la statuaire antique nous a enseignée. Par elle, nous sommes entrés dans un monde encore vivant, contemporain de nos laideurs vestimentaires, où telle femme garde de la coiffure aux orteils, l'ondulation précise des volumes qui gonflent les seins érigés, les hanches pures, les bras coulant d'un seul jet, la masse du crâne et le cylindre du cou plein en toutes leurs dimensions, sculpture de muscles et d'os que les colliers et les chignons accusent, insaisissable et irrésistible splendeur. Fin de citation. Cette longue citation du plus grand critique français d'art pour montrer que l'esthétique qui émane de cet art nègre est celle même du XXe siècle, comme la négritude est un apport essentiel à l'humanisme de notre temps. Bien sûr, depuis le XVIIIe siècle, les arts exotiques ont beaucoup apporté à l'art de l'Occident, et parmi eux les arts de l'Iran, de la Chine, du Japon, sans parler de l'art arabo-musulman. Il reste que c'est l'art nègre qui a apporté le plus, par le détour, il est vrai, de l'école du jazz en Amérique et de l'école de Paris en France. Si je n'ai pas parlé de l'Inde, c'est que, comme le reconnaît René Grousset, le plus grand spécialiste français des civilisations d'Asie, comme le dit René Grousset dans un de ses ouvrages intitulé L'Inde, l'art indien ne peut s'expliquer que par les valeurs essentielles apportées par les Noirs dravidiens de l'Inde. Il précise, je le cite, « Notre cher Jouveau du Breuil, fier de ses origines antillaises, me le disait avec amour, l'esthétique indienne, elle est tropicale, elle est créole. C'est dans le même sens, continue Grousset, que M. Alfred Fouché, à la veille de la guerre de 1939, soutenait au mépris des racismes menaçants que l'esthétique de l'Inde éternelle restait avant tout dravidienne, c'est-à-dire noire. On peut s'étonner que malgré des témoignages aussi vigoureux venant d'écrivains, d'artistes et de critiques aussi éminents, on peut s'étonner que la négritude ait été, depuis son affirmation, l'objet d'attaques non moins vigoureuses. Nous allons donc examiner celles-ci, leur nature, leur prétexte et même leur raison.
les idéologues d'Europe et d'Amérique sont montés tour à tour à l'assaut de la négritude, dont ils ont deviné très tôt et avec une remarquable sûreté de jugement, car les Albo européens sont intelligents, donc ils ont deviné que c'était une idéologie. Elle est une idéologie, mais c'est une idéologie culturelle, beaucoup plus importante que l'idéologie politique. Il y a seulement qu'elle est fondée, non précisément sur l'art, mais sur l'ethnie. Au Sénégal, nous avons beaucoup de Blancs qui ont pris la nationalité sénégalaise, dont le ministre de l'Intérieur, et qui sont des militants de la négritude. Les attaques venues du monde anglophone ont été parmi les plus caractéristiques, sinon les plus virulentes. C'est ainsi que Samuel Allen, dans une communication faite à l'Université d'Indiana en octobre 1966, écrivait, je le cite, « L'accent que l'on fait porter sur le concept de négritude dans les écrits africains de langue française a inspiré une force contraire de même intensité dans le rejet de ce concept par les praticiens nigérians de l'art morose. Ils ont, avec leurs partenaires ghanéens, résisté en grande partie à ce qui leur semble être un impérialisme culturel imposé par une source étrangère, c'est-à-dire par des Africains parlant français. J'ouvre une parenthèse. Donc, pour Samuel Allen, nous, parce que nous parlons français, nous nègres, nous sommes des étrangers à la négritude. Leur réaction, continue Allen, a été résumée par Wole Soyinka dans sa remarque souvent citée, que le tigre ne se pavane pas ça et là en criant sa tigritude et qu'alors il n'y a aucune raison pour le nègre de proclamer sa négritude. The tiger does not talk about crying his tigritude. C'est dans le même courant que certains nègres anglophones d'Afrique noire, comme le sud-africain Falele, ont reproché aux poètes de la négritude et surtout à moi de fabriquer une poésie publique et collective. Je distinguerai les deux accusations. Ce qu'on reproche d'abord aux écrivains noirs de langue française, c'est que le mot négritude soit un mot français. De là à nous accuser d'impérialisme culturel, il n'y a qu'un pas qui a été franchi, comme vous l'avez constaté. Je ne m'attarderai pas, mon Dieu, à réfuter cette accusation qui prouve simplement qu'un certain monde anglophone, il y a 10 ans, en était resté à l'esprit de fachaudage, c'est-à-dire aux mesquines querelles entre francophones et anglophones. Et les Français et les Anglais ont surmonté ces querelles, mais comme nous sommes toujours en retard d'une réforme, il y a 10 ans, on en était encore là parmi les nègres anglophones. L'accusation est plus grave quand on nous reproche de faire une nouvelle poésie noire, ce que nous voulons faire en réalité, une nouvelle poésie noire qui se réclame non seulement de la couleur de notre peau, mais encore et surtout des valeurs de la culture noire, une poésie qui assume ses valeurs sur le plan du peuple, voire de l'ethnie, plus que de l'individu. Car les attaques en question visent avant tout la poésie qui est l'art majeur. Et si l'on veut bien analyser ces attaques, l'on découvrira que ce que l'on nous demande à nous, négro-africains de langue française, c'est de faire de la poésie à la manière des Anglais du XXe siècle, de fabriquer, c'est le mot juste cette fois, une poésie individualiste, intimiste, comme si nous étions des anglo-saxons, un grand peuple, bien sûr, un très grand peuple, mais un peuple au versant de sa civilisation, quand nous sommes un peuple jeune, dynamique, conquérant. Je ne m'arrêterai pas à la boutade de Wole Soyinka
car heureusement, depuis 10 ans, entre écrivains francophones et anglophones d'Afrique noire, nous avons fait de grands progrès dans la lutte commune pour la renaissance de la culture noire. C'est Wole Soyinka lui-même qui, il y a moins de 15 jours, réunissait un séminaire d'écrivains noirs d'Afrique, d'Asie. Il y avait des Noirs dravidiens et des Amériques, il y avait des Haïtiens. Un colloque pour méditer sur la spécificité de la culture noire. Et Wole Soyinka avait choisi Dakar, une ville nègre, bien sûr, mais francophone. Et ce colloque a créé, fait très important, une union des écrivains du monde noir ouverte à toute la diaspora. Vous voyez que la négritude se porte bien. Réunissant les deux accusations, je ferai remarquer que ce sont des écrivains négro-américains, les écrivains de la Negro Renaissance, un Du Bois, un Langston Hughes, un Carnegie Cullen, un Claude Mackay, un Frank Marshall Davis, qui, avec des Haïtiens comme le grand docteur Price Mars et l'école de l'indigénisme, ont donné le signal de la Renaissance noire au XXe siècle. Comme vous le savez, dans Negro Renaissance, Renaissance est d'origine française. Et les poètes de la Negro Renaissance ont commencé par choisir la peau noire comme signe de ralliement, Black is Beautiful. C'est Langston Hughes qui proclamait le 23 juin 1926 dans la revue The Nation, We, younger Negro artists who create now, intend to express our individual dark-skinned selves without fear or shame. Ce que je traduis, nous, les jeunes artistes noirs, qui créons maintenant, nous avons la volonté d'exprimer nos personnalités individuelles à peau noire sans crainte ni honte. Et il est vrai qu'avant eux et de tout temps, les poètes populaires de l'Afrique noire ont chanté la beauté noire, mais ils ont aussi chanté leur chant, ils ont chanté la poésie, ils ont chanté le chant noir, d'autant que dans nos langues, en tout cas au Sénégal, il y a le même mot pour dire le poème et le chant. On ne fait pas de différence entre le poème et le chant. Le poème, c'est une parole imagée et rythmée, chantée. Ainsi en peul, c'est voyé dans ma langue, c'est Gim, et en peul, c'est Yimre. Comme les poétesses de mon village, mes trois grâces, qui chantent la peau bleu-noire de leur champion, c'est ainsi que l'une d'elles chantait, et je notais le flanc de l'athlète couleur d'indigo, que je le mesure au mètre d'argent. Ndiaye Hamad, avec moi, vient chanter le splendide La de Doubab. Vous aurez remarqué le La qui, en créole entier, est devenu l'article. Et la seconde de mes chanteuses chantait le chant. Ainsi, ma soirée ne sera point solitaire, car je sais créer des chants de festin. Moi, le lion de la Dior, l'aimé du peuple, le champion de Kumba. Kumba, c'est sa sœur, on est champion de sa sœur ou de sa fiancée. Ce faisant, mes trois grâces, et les poètes populaires de Négrissi ne font rien d'autre, pour prendre cet exemple, rien d'autre que ce que faisaient les poètes grecs, et qui chantaient les traits caractéristiques de leur ethnie, de leur civilisation indo-européenne, comme Homère, et qui chantait les yeux pères et les bras blancs de ses déesses, tous traits qui caractérisaient les premiers indo-européens, les Grecs, les Latins, les Germains, les Slaves, quand ils abordèrent les rives lumineuses de la Méditerranée.
S'agissant du caractère public et collectif de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, je vous renvoie à la préface intitulée Orphée noire que Jean-Paul Sartre a écrite en 1948 pour mon anthologie qui porte ce titre. Le philosophe français montre dans son étude ce qui distingue l'opprimé blanc de l'opprimé noir et pourquoi, je le cite, la poésie noire de langue française est de nos jours la seule grande poésie révolutionnaire. Fin de citation. Il ne s'agit pas aujourd'hui de résumer la préface de Sartre, mais de la commenter librement. Il s'agit aujourd'hui pour moi de montrer comment la préface de Sartre fait justice de la thèse qui voudrait que toute poésie fût non pas subjective et personnelle, mais individuelle. Entre le travailleur et le bourgeois blanc, nous explique Sartre, il y a une opposition de classe, et seulement une opposition de classe, tandis qu'entre le travailleur noir et le bourgeois blanc, il y a un triple conflit. Conflit de classe, certes, mais aussi de race et surtout de culture. Il n'y a plus de poésie populaire en Europe, ni en Amérique, nous dit Sartre, parce que dans une société, et c'est le marxisme même qui le dit, dans une société passée du féodalisme au capitalisme, la lutte se développe non pas subjectivement, mais objectivement sur le plan des seuls intérêts matériels et par des moyens scientifiques et techniques. Les arguments, dans la lutte de classe, les arguments sont ceux de la raison discursive et les mots employés sont les mots les moins poétiques, prolétaires de tous les pays. Unissez-vous, c'est-à-dire les mots les plus nus et précis qui désignent l'objet sans médiation aucune, sans chant ni rythme, tandis que dans nos campagnes populaires, dans nos campagnes électorales, au Sénégal, c'est toujours la fête, le chant, la danse. Et si j'ai triomphé, c'était parce qu'au début, j'avais les meilleurs poètes populaires. La poésie, en effet, c'est-à-dire la parole rythmée et imagée, est toujours création de la subjectivité, de l'émotion que l'on m'a tant reproché d'avoir donnée aux Noirs. C'est le plus grand don, en tout cas, des nègres. Sartre note au demeurant que, s'ils sont opprimés, c'est moins comme travailleurs que comme nègres, avec tout le mépris attaché au mot. Pourquoi? C'est d'abord en leur qualité de noirs qu'ils lèvent l'étendard du mot. Ainsi est-il acculé à l'authenticité, poursuit Sartre. Insulté, asservi, il se redresse. Il ramasse le mot de nègre qu'on lui a jeté comme une pierre, il se revendique comme noir en face du blanc dans la fierté. Fin de citation. Qui dit authenticité et fierté se réfère aux valeurs de civilisation de l'ethnie, à des valeurs publiques et collectives qui doivent être chantées comme valeurs publiques et collectives, exaltées dans l'exultation. Et c'est seulement ainsi que les Noirs, comme le suggère Sartre, rejoindront les Blancs et les Jaunes, ajouterai-je, pour faire la révolution, qui doit être non seulement objective, mais subjective. Non seulement politique, mais poétique, mais surtout sociale. J'ajouterai à l'argumentation de Sartre que la poésie dans l'Afrique noire précoloniale a toujours été publique et collective. Et elle est restée jusqu'aujourd'hui où les rébarés, aux soirées poétiques de notre théâtre national, Daniel Sorano, font salle comble. L'argument le plus souvent avancé contre la négritude, c'est que c'est un mouvement culturel
et qu'à ce titre, elle est dépassée par les exigences politiques tiers-mondiales. En effet, expliquent nos contradicteurs, la première tâche des Noirs, surtout des négros africains, est, à l'imitation des Arabes et autres Asiatiques, de se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et du néocolonialisme, ce qui exige une vision, mais surtout une action politique que le mouvement de la négritude ne peut que distraire. Étienne Leroux et les membres de son groupe nous tenaient déjà, il y a plus de 40 ans, le langage que trop souvent encore nous entendons dans les colloques des écrivains afro-asiatiques, politiques d'abord, car de la libération politique découlera naturellement la libération culturelle. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas évident, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une fatalité. Rassurez-vous, je tiendrai ma promesse et je ne tomberai pas dans la politique politicienne. Je me place simplement pour répondre au second groupe de contradicteurs. Je me place sur le terrain politique, voire sur le terrain marxiste. Encore une fois, il s'agit non pas de politique idéologique, mais de politique culturelle. Pour continuer de vous rassurer, je vous citerai la définition de la révolution faite par Manuel Alegre, le représentant du Parti socialiste portugais à la dernière réunion des partis socialistes de l'Europe du Sud. La révolution est avant tout, disait Alegre, un projet de transformation des structures économiques et sociales d'un pays, un projet de justice sociale, un projet de civilisation, fermez la parenthèse, un projet de civilisation. La révolution vraie, parce que moderne, vous le voyez, c'est moins un projet politique, et Alegre ne parle même pas de politique, mais un projet économique et social, mieux un projet culturel. Nous répondions dans les années 30, malgré l'estime que nous avions pour Leroux et son école, que leur thèse aboutissait à confondre la culture et la politique. Qu'il ne fallait pas subordonner la culture à la politique, mais le contraire. Nous reconnaissons aujourd'hui la priorité de l'action politique, mais non pas sa primauté. La primauté, c'est-à-dire la place la plus importante, devant revenir à l'action culturelle. J'irai plus loin en soutenant que, s'agissant de la vision culturelle, celle-ci doit même avoir la priorité, non pas encore une fois sur l'action, mais sur la vision politique. Si nous avons dans les années 30 demandé l'indépendance, c'était essentiellement pour pouvoir vivre la négritude et réaliser la négritude. Car s'il s'agissait tout simplement de faire la révolution politique, la révolution socialiste, nous pouvions la faire avec les Français, et les Français étaient encore plus efficaces que nous dans ce domaine-là. Je ne dis là rien de neuf pour un marxiste qui a lu Marx. C'est Marx, en effet, qui, dans un texte posthume intitulé « Le travail aliéné », texte publié en 1947 dans la revue socialiste, c'est Marx qui écrit, je le cite, « L'animal produit uniquement sous la contrainte d'un besoin physique immédiat, tandis que l'homme produit même lorsqu'il est libéré de tout besoin physique. Et il produit vraiment quand il est affranchi de ce besoin, et seulement alors. L'animal ne produit que lui-même, tandis que l'homme reproduit la nature tout entière. Ce que l'animal produit fait partie intégrante de son corps physique, tandis que l'homme se dresse librement en face de son produit. L'animal œuvre seulement à l'échelle et suivant les besoins de l'espèce à laquelle il appartient, tandis que l'homme sait produire à l'échelle de n'importe quelle espèce et appliquer à l'objet la mesure qui lui est inhérente. C'est pourquoi l'homme sait également œuvrer suivant les lois de la beauté. Voilà donc Marx qui met en avant la beauté.
tout cela pour dire que dans l'ordre des priorités du primum vivere, si la politique vient avant la culture, l'économie le fait aussi, mais que c'est la culture, c'est-à-dire le développement intégral de l'homo sapiens qui est le but ultime des activités humaines. Pourquoi je dis que l'homme, c'est-à-dire son activité générique de créateur, est au commencement et à la fin du développement. La société que prévoit le fondateur du socialisme scientifique, et c'est ce modèle de société qu'au Sénégal, nous voulons projeter à l'horizon de l'an 2000. C'est une société qui, grâce au progrès des sciences, singulièrement de la technologie, portera la production à un tel niveau d'abondance que les hommes pourront, après quelques heures seulement de travail par jour, consacrer le reste de la journée à l'activité générique de l'homme, à la création suivant les lois de la beauté. Ainsi, loin donc d'être dépassé par les révolutions qui bouleversent actuellement le monde, voire par les idéologies, la négritude s'insère dans la vision, dans le but du projet humain. C'est une entreprise semblable que tentait un militant de la berbéritude dans un article publié par les Temps modernes, dans le numéro des Temps modernes de juillet 1973, dont le directeur, vous le savez, n'est autre que Jean-Paul Sartre. Lénine, affirme le militant de la berbéritude, Lénine qui œuvra toute sa vie pour l'unité de la classe ouvrière de la Russie tsariste, représentée par plus de 170 nationalités, Lénine n'a pas hésité à prendre une position claire sur les problèmes culturels et linguistiques avant la prise du pouvoir par le prolétariat. Fin de citation. Et de citer parmi d'autres à l'appui ces lignes de Lénine, je cite, « Un État démocratique doit reconnaître sans réserve la liberté totale des différentes langues et répudier les privilèges, quels qu'ils soient, de l'une de ces langues. » Fin de citation. Donc, il ne faut pas nous brandir le marxisme contre la théorie de la négritude. Le marxisme, au contraire, si on veut se placer sur ce terrain, justifie la négritude. Vous sentez combien cette dernière phrase de Lénine est actuelle, car pour rester dans la francophonie, non seulement d'anciennes colonies devenues indépendantes comme le Sénégal ont récupéré leur langue sans pour autant répudier le français, mais à l'intérieur même de l'Hexagone, les Basques, Bretons et autres excitants peuvent le plus légalement de France recouvrer avec leur langue leur héritage culturel. Et c'est précisément le nouveau sens que nous donnons à la francophonie. C'est ce phénomène moderne de la primauté culturelle que soulignait le 15 novembre 1974 l'éditorial du journal de gauche, et Dieu sait que Le Monde est à gauche. L'éditorialiste du journal de gauche Le Monde, à propos du succès d'Arafat à l'ONU, je cite l'éditorialiste, l'événement montre à quel point les différents tenants à la race, aux nationalités et aux religions transcendent en quelque sorte les querelles politiques. Fin de citation. Cependant, nos contradicteurs, loin de désarmer, nous sortent un dernier argument, leur argument massif. La négritude, c'est du racisme. Parlons-en. Quand un Américain, pour choisir cet exemple, est accusé de racisme, il vous interroge. Donneriez-vous votre sœur en mariage à un nègre? Les fondateurs du mouvement, un Prince-Mars, un Césaire, un Damas, un Niger, répondraient qu'ils sont antillais et par définition des métis.
Nous pourrions répondre, nous Sénégalais, que placés à la frontière des Négro-Africains et des Arabo-Berbères, nous sommes nous aussi des métis. Si je prends l'exemple de ma famille, et si je prends toute la génération, les quelques 200 neveux, des 200 petits-fils et petites-filles de mon père, avec leurs épouses et époux, je constate qu'à côté du sang noir majoritaire, nous avons du sang blanc, nous avons du sang jaune, nous appartenons aux trois groupes sanguins A, O, B. Je constate qu'à côté des musulmans, il y a dans ma famille des catholiques, des protestants, voire des juifs. Si au lieu de nègres, nos contradicteurs accusés des Arabes et surtout des Juifs, ceux-ci répondraient: comment pouvez-vous oublier toutes les souffrances que nous avons souffertes? Comment pouvez-vous oublier les pogroms? Comment pouvez-vous oublier les fours crématoires? Ce n'est pas à vous, Antillais, que j'apprendrai la longue souffrance des nègres qui a duré 3 siècles et demi, avec 20 millions de déportés aux Amériques, et les spécialistes ont calculé 200 millions de morts. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons subi le plus grand génocide de l'histoire. Et vous savez que malgré tout, nous sommes restés sans haine, que nous avons transformé la souffrance en joie et la longue plainte en chant, en œuvre de beauté. C'est là un des traits fondamentaux de la négritude. Il n'empêche, dans les premières années du mouvement au quartier latin, la négritude a été volontairement, je le reconnais, une sorte de ghetto moral. Le ghetto teinte de racisme dans la mesure précise où, dans l'enthousiasme du retour aux sources, dans l'enthousiasme de la découverte du Graal noir, pour parler comme ça, nous trouvions insipides toutes les valeurs albo-européennes, la raison discursive avec sa logique rigide, sa froide mathématique, avec sa nature plus vraie que nature, avec ses monotones parallélismes symétriques, et Césaire lança la bombe et 2 et 2 font 5. C'est aussi ce refus de la monotonie, ce refus de la rigidité, où vous retrouvez le symbole et le rythme. C'est cela la substance, le noyau de la négritude. Cependant, nous ne fûmes pas longs à sortir de ce ghetto noir. J'ai dit ailleurs et plus d'une fois mon cheminement personnel qui m'avait amené à la conception du métissage culturel comme fondement de toutes les grandes civilisations. En effet, pendant 2 ans, comme prisonnier de guerre, j'ai médité sur les civilisations méditerranéennes, particulièrement sur le miracle grec, et en aval comme en amont sur les autres miracles qui avaient suivi et surtout précédé le miracle grec, en commençant par la civilisation égyptienne. Je ne vais pas aussi loin que mon compatriote cher Anta Diop, qui a écrit Nation nègre et culture, et dont la thèse connue est que la civilisation égyptienne fut entièrement l'œuvre des nègres. Ce qui m'apparaît en l'état actuel des connaissances scientifiques, c'est que la civilisation égyptienne fut essentiellement l'œuvre des Noirs de type éthiopien lancés dans l'élan culturel et qui, selon Pierre Théard de Chardin, maintint l'Afrique à la tête, l'Afrique noire, à la tête du progrès humain depuis l'émergence de l'homme il y a 5 500 000 ans jusqu'au paléolithique supérieur, c'est-à-dire jusqu'il y a 40 000 ans. Les Grecs, au demeurant, ont d'Homère à Strabon fait l'éloge des Éthiopiens, c'est-à-dire des Noirs, en disant
qu'ils avaient été les fondateurs de la civilisation, de la religion et de la loi, de l'art et de l'écriture. On retrouve ce substrat négroïde tout au long de la Méditerranée et le docteur Rivet, mon professeur d'anthropologie à l'Institut d'ethnologie de Paris, avait l'habitude de nous dire qu'il y avait 4 à 20% de sang noir autour de la Méditerranée. Il reste que si la civilisation qui prit naissance il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ en Haute-Égypte, et si cette civilisation fut inventée par les Noirs, la civilisation égyptienne ne dut son épanouissement qu'à l'apport d'autres éléments ethniques et culturels. Mais ce sont encore les Grecs qui nous offrent peut-être l'exemple le plus fécondant du métissage biologique et culturel. Ce sont eux, en tout cas, qui faisaient l'objet de ma méditation entre les barbelés. Les Grecs qui, au témoignage d'Éliphore, étaient arrivés sur les bords de la Méditerranée, il n'y a qu'à lire Homère, comme des hordes sauvages, grands et la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux blonds. Et ils avaient trouvé là, nous dit Césaire après Éliphore, un peuple, des peuples doux et polis qui savaient sculpter et peindre, mais auparavant danser et chanter. Souvenez-vous du petit bonhomme des Cyclades de Malraux. Et ces Grecs blonds s'unirent aux pré-Hellènes qui, selon Jean Vercoutère, avaient, je le cite, la peau d'un brun rouge souvent foncé comme les Peuls du Sénégal. Unis à ces pré-Hellènes, les Grecs fondèrent la première civilisation européenne digne de cette expression dont les semences au XVIe siècle de l'ère chrétienne fleuriront dans la Renaissance. Comme on le sait, c'est cette Renaissance qui, avec la traite des nègres, marque les débuts des temps modernes où les nègres, malgré, à cause de la traite, ont joué et continuent de jouer le rôle que vous savez et dont parle Jean-Paul Sartre dans les dernières pages si lyriques et si beaux d'Orphée Noir. Ainsi, la négritude, conclut Sartre, est dialectique. Elle n'est pas seulement ni surtout l'épanouissement d'instincts ataviques. Elle figure le dépassement d'une situation définie par des consciences libres. Un mythe douloureux et plein d'espoir, la négritude, née du mal et grosse d'un bien futur et vivante comme une femme qui naît pour mourir et qui sent sa propre mort jusque dans les plus riches instants de sa vie. C'est un repos instable, une fixité explosive, un orgueil qui se renonce, un absolu qui se sait transitoire. Car en même temps qu'elle est l'annonciatrice de sa naissance et de son agonie, elle demeure l'attitude existentielle choisie par les hommes libres et vécue absolument jusqu'à la lie. Fin de citation. Il faut conclure. Je crois, comme Jean-Paul Sartre, que la négritude est dialectique, que c'est une chose complexe, toujours en évolution au demeurant. Je ne crois pas que la négritude cédera la place à des valeurs nouvelles, comme le dit Sartre. Je crois plus exactement que dans la civilisation de l'universel où nous sommes entrés depuis 1976, avec le dernier quart du siècle, la négritude constitue déjà, je l'ai montré, un ensemble d'apports essentiels. Elle ne disparaîtra donc pas, elle jouera de nouveau son rôle essentiel dans l'édification d'un nouvel humanisme plus humain, parce que ce nouvel humanisme, enfin, aura réuni dans leur totalité les apports de tous les continents, de toutes les races, de toutes les nations. Heureux Antillais,
Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous êtes venu aux Antilles? Je dis, c'est pour aider les Antillais à se débarrasser de leurs complexes, car ils devraient au contraire avoir un complexe de supériorité. Si nous sommes venus à vous du Sénégal, pas si loin de vous que vous le croyez, car nous sommes aux mêmes latitudes, c'est pour aider à vous confirmer dans la fierté de votre situation et de votre métissage. Comme toutes les grandes civilisations qui s'épanouirent, les premières aux latitudes de la Méditerranée, la vôtre repose sur un substrat négroïde, surtout à Haïti. Parmi les apports qui fécondèrent ce substrat, il y a jouant un rôle majeur ceux des Latins, singulièrement des Français, dont vous devez également être fiers pour le rôle qu'ils ont joué précisément dans l'élaboration et l'édification de la civilisation de l'universel. Je le disais il y a 2 ans à la Sorbonne, mon ancienne université, en donnant la leçon inaugurale de la chaire de francophonie. La francophonie n'est rien d'autre à l'échelle de la planète que l'entreprise de civilisation la plus moderne parce que la plus fécondante, qui réunit les valeurs les plus contraires et partant les plus fécondes, la chair et l'esprit, l'intuition et la discursion, l'émotion et l'idée, le symbole et la logique, le discours français et le chant rythmé nègre. Et nous pouvons compter, nous comptons, des Antillais parmi les plus grands ouvriers de la révolution culturelle qu'est la francophonie, un Sondion Perse, un Paul Niger, les Guadeloupéens, un Aimé Césaire et un Édouard Glissant, les Martiniquais, un Price Mars, un Jacques Roumain et d'autres, les Haïtiens à côté d'une pléiade d'autres Antillais. Tout cela pour vous dire que les vertus de la négritude ne sont ni épuisées ni dépassées. Elles sont plus que jamais nécessaires au monde nouveau qui se lève à l'horizon de l'an 2000 et d'abord à la francophonie dont vous êtes partie intégrante. Je dis partie essentielle parce qu'au carrefour des métissages, parce que vous êtes encore une fois, comme le disait Aimé Césaire, au rendez-vous du donner et du recevoir. Et c'est pourquoi je pourrais conclure cette conférence en rechantant le vers de Césaire. Ayez parfait cercle du monde et close concordance. Mesdames, Messieurs, pardonnez-moi les Sénégalais qui tiennent à la teranga. La teranga, chez nous, ça signifie politesse, honneur. On déplorait avec vous que dans le numéro spécial de notre quotidien Soleil, il y a un moment, une ligne qui a pu choquer nos frères haïtiens. Nous sommes comme vous, il y a le primat de la susceptibilité et de l'honneur. Et alors vous voudrez nous excuser, mais il se trouve qu'au Sénégal, nous essayons d'expérimenter la démocratie. Et nos journalistes ont leur franc-parler, et parfois ils disent des choses excellentes, et parfois ils disent des bêtises. Pour une fois, ils ont dit une bêtise, veuillez nous en excuser.